Bonjour à tous. Donc effectivement, nous, on va vous présenter un chemin de compromission. L'idée, c'est de faire un scénario d'attaque et tout ça dans une approche Purple Team. Pourquoi Purple Team? Parce qu'on va parler détection. Alors, juste avant de commencer, on se présente rapidement. Donc, Raphaël Huon et Théo Bertrand ici présents. Donc, on est tous les deux passionnés de cyber depuis maintenant 5 ans. On est passionnés surtout d'Active Directory, pardon. Et on a eu l'occasion de faire pas mal de confs déjà à deux. C'est vrai qu'on se lâche plus. Donc, de quoi on va... Alors, avant de commencer, nous, on est deux Purple Teamers chez Advance. La Purple Team, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? C'est l'alliance entre la Blue Team et la Red Team. L'idée, en fait, d'une Purple Team, plutôt... alors, ce qui est bien, c'est qu'on a eu une conférence sur la Red Team juste avant. Ici, la Purple Team, l'idée, c'est d'aller évaluer les capacités de détection d'un SOC à un instant donné. L'idée, c'est aussi de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue. En fait, ce qu'on vient faire, c'est challenger toutes les règles de détection qui sont présentes et de le faire dans une approche réaliste pour pouvoir être au plus proche de ce que ferait un attaquant. Et donc, le petit bonus, c'est de pouvoir identifier des vulnérabilités chez nos clients. En tout cas, c'est l'approche qu'on a chez Advance. On vient chez nos clients, on fait un Purple Team, on vient mettre en œuvre des attaques comme dans le cadre d'un test d'intrusion classique sur le périmètre interne, et ensuite on essaye d'identifier ce qui n'a pas été vu, ce qui a été vu, tout en étant en collaboration avec le SOC. Donc aujourd'hui on va parler de Linux dans Active Directory. Ce qu'on vous propose donc, c'est de présenter un chemin de compro issu de cas réels qu'on a rencontrés pendant nos exercices de Purple Team. Ensuite, on parlera un peu de détection, qu'est-ce qu'on aurait pu mettre en place pour détecter tout ça. Et cette année, on a décidé de ne pas faire de démonstration live parce que c'est un peu risqué à chaque fois. Alors, notre scénario. Donc, je l'ai dit, on sera dans un scénario d'attaque qui ciblera le système d'information interne d'une entreprise fictive. Ça sera basé sur des éléments réels qu'on a vraiment exploités, mais pour le coup, on sera sur une entreprise fictive, évidemment. On sera dans une entreprise qui dispose d'un Active Directory, comme la quasi-totalité des entreprises, qui va s'appeler Shire Local. Et notre attaquant, il sera déjà branché au réseau interne et il aura compromis un compte. Là, on est dans une démarche de Assume Bridge, c'est pour gagner un petit peu de temps. Mais au moins, voilà, on a les prérequis. Donc notre scénario, je l'ai dit, on a notre attaquant branché au réseau, on a notre serveur à Linux, on a aussi un serveur Windows sur lequel on va pouvoir les latéraliser. Alors là, si vous avez été attentif, il est marqué Shire ADCS, c'est parce qu'on n'a pas changé le nom du serveur, donc c'est pas un ADCS, là, on va considérer que c'est un serveur Windows classique. Et on a notre contrôleur de domaine. Et notre objectif, du coup, pour notre attaquant, c'est de compromettre tout ce réseau-là. Et j'ai dit, donc, il possède un compte stagiaire. Merci, Raph. On va passer à la démonstration. C'est des choses qui sont arrivées dans notre vie de Purple Teamer, lors d'exercices de Purple. C'est un chemin qu'on peut rencontrer. Donc voilà. L'attaquant, du coup, il est connecté au réseau, comme Raphaël l'a dit. Et en fait, quelque chose qu'on aime bien faire en ce moment, c'est tenter de sprayer un compte sur plein de connexions, sur plein de serveurs SSH. Et il se trouve que des fois, on a des authentifications qui marchent, même en tant que domain user, donc en tant que simple utilisateur. Ici, on a simulé ça avec un compte qui s'appelle stagiaire. Le compte stagiaire n'a pas de droit, c'est un stagiaire. Mais par contre, comme il peut s'authentifier sur l'AD, il peut avoir des droits d'accès sur des serveurs SSH, ça arrive. Et d'ailleurs, ici, on en a un. Du coup, ça, c'est NetExec. C'est un outil Python qui va permettre de se connecter à une liste de PC. Et il va nous dire si on a pu se connecter déjà. Donc là, on est connecté avec le compte Shire, avec le compte stagiaire du domaine Shire. Et en plus de ça, il va nous dire si on a un shell ou pas. Ici, on a un shell. On n'est pas sur un défaut de configuration qui est by design. Par contre, c'est des choses qui, avec une mauvaise configuration, etc., peut arriver. Et justement, on a décidé ici de vous expliquer un peu comment, de manière très haut niveau, comment fonctionne une authentification SSH. Alors, ici, c'est un peu plus spécifique parce que le SSH est connecté à l'Active Directory. Et donc, en fait, pour se connecter avec un compte de l'Active Directory, on lui renseigne le prénom et on lui met le nom du domaine. Et en fait, ça, c'est la connexion SSH. SSH va transférer l'authentification au service SSSD. Simplement parce qu'on a intégré le post Linux avec ce service-là.
Et du coup, c'est SSD qui va valider le mot de passe. Sauf qu'il ne connaît pas le mot de passe de l'utilisateur stagiaire parce que ce n'est pas un contrôleur de domaine. Il est stocké sur le contrôleur de domaine, ce mot de passe-là. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va contacter le contrôleur de domaine qui est à droite, exactement le service Kerberos, KDC, et il va demander des tickets Kerberos, TGT notamment. Et en fait, s'il arrive à obtenir un ticket TGT, c'est qu'il a bien réussi à prouver que le mot de passe qui a été donné par la personne à gauche est valide, parce que le TGT, il a été donné. Il reçoit du coup le TGT si l'authentification est valide, et ça lui permet du coup d'aller stocker en cache les tickets Kerberos, et ça j'y reviendrai après dans la présentation parce que c'est assez important. Mais surtout, en fait le serveur, tout ce qu'il sait, c'est que le mot de passe est bon. Donc l'utilisateur, il connaît son mot de passe. Bon, voilà. Par contre, SSD, son boulot aussi, ça va être de valider l'accès. Parce que simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, stagiaire, il peut se connecter au serveur, mais il peut ne pas avoir d'accès au shell, d'accès SSH par exemple. Et en fait, c'est SSD qui va s'en occuper, soit avec une configuration locale, soit avec une configuration sur l'Active Directory. Mais dans tous les cas, et selon notre retour d'expérience, il y a beaucoup de serveurs qui sont mal configurés. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'en local, les admin systèmes, comme ça ne marche pas, ils mettent domain user sur l'accès. Mais s'ils font ça, en fait, ça permet à tout le monde de se connecter en SSH sur le serveur. Et là, on a mis un exemple avec domain user, mais par exemple, on peut aussi avoir un scénario où on va compromettre un compte en particulier qui va nous permettre de faire ça pour aller un peu plus loin. Exactement. Et du coup, si l'accès est autorisé, en fait, l'utilisateur peut se connecter en SSH et taper des commandes. Il sera simple utilisateur, comme on va voir, mais il a une privesse que d'être root, donc c'est pas ouf. Donc ici, dans notre démonstration, on se connecte avec le compte stagiaire du domain share. Et on voit qu'on peut se connecter, on a bien un shell. Donc ici, il y a un problème de configuration parce que le compte n'a pas l'air d'avoir de droit et pourtant il peut se connecter. Ce qu'on fait, c'est un ID pour voir un peu qui on est. Et on voit qu'on est du groupe domain user, donc c'est le seul groupe qu'on a actuellement. Donc on n'a pas de droit sur le serveur, enfin on n'a pas de droit sur l'Active Directory. Par contre, ce qu'on va faire du coup, c'est essayer de compromettre le serveur. Alors ici, je spoil un peu, je parle de compromission d'un compte. Et en fait, pour faire ça, on va passer sur des privesques Linux qui sont assez connus dans le monde du pentest. Ici, c'est un des trucs les plus simples qu'on puisse faire. C'est simplement lister les commandes qu'on peut run en tant que sudo. Et en français, ça donne lister les commandes qu'on peut exécuter en tant qu'administrateur du serveur. Ici, on voit qu'on a deux commandes. On a un binls qui est assez inoffensif. Et par contre, on peut exécuter un script bash avec, qui s'appelle utilisateur user.sh. Ce script-là, il est tout simple en fait. C'est un script qui va permettre de filtrer, d'afficher le contenu d'un fichier. Et on voit qu'il y a des ifs, etc. En fait, ça permet simplement d'aller mettre une blacklist et de dire qu'on ne veut pas que l'utilisateur puisse afficher TC password, TC shadow, root, etc. Bon, TC password, c'est pas si dangereux. Mais du coup, on s'est dit quel est le fichier qui peut être intéressant à afficher également. Et bien en fait, le fichier qui va permettre la configuration de l'intégration du serveur sur Active Directory par SSD, c'est ssd.conf sous Linux, qui est dans ETC. Et en fait, ce fichier-là, et ça on l'a déjà vu en Purple aussi, et ben en fait, on peut y stocker des identifiants en clair ou offusqués. Enfin, c'est du clair, quoi. Enfin, c'est en clair. On va voir juste après. Et ça va permettre au serveur de faire des requêtes LDAP notamment. Donc ici, on a un compte qui s'appelle Linux Operator et on a un mot de passe qui est offusqué. Mais quelqu'un de assez cool a publié sur GitHub un script Python pour désobfusquer ce mot de passe. Donc, en fait, on peut désobfusquer le mot de passe. Ici, le mot de passe, c'est I love Purple Teaming. Et en fait, on voit qu'on peut se connecter en SSH sur le même serveur avec Linux Operator et le mot de passe que j'ai désobfusqué juste au-dessus et qu'on est connecté. Donc, on a compromis un compte. Alors, ce compte-là, on ne sait pas s'il est plus privilégié ou moins privilégié que stagiaire. Moins privilégié, ça paraît compliqué parce que c'est un compte stagiaire domain user. Mais ici, on va repartir de zéro et on va refaire de la reconnaissance sur le serveur Linux pour pouvoir savoir si on peut élever nos privilèges. Je vous passe la reconnaissance. On fait exactement comme tout à l'heure. On regarde ce qu'on peut exécuter en tant que sudo. Alors ici, c'est simplifié, mais il y a plein de manières d'élever ses privilèges sous Linux. On a décidé de faire des choses très simples. Et on peut voir qu'en fait, on peut exécuter un script bash qui s'appelle admin.sh cette fois-ci. Et donc, du coup, on a potentiellement plus de droits. Et qu'est-ce que fait admin.sh ? Ça, c'est un extrait.
En fait, admin.sh, c'est un script qui va permettre d'exécuter des actions en tant qu'administrateur. Et ça, ce script-là, il a au niveau DevOps ou autre, il a l'avantage de pouvoir filtrer les entrées qu'on va donner aux actions. Ici, par exemple, on peut edit. Donc là, il y a doEdit. Ça n'a pas été filtré, mais on peut très bien dire que, par exemple, on peut éditer tel fichier, tel fichier, tel fichier, et autoriser que certains fichiers. Voilà. Quand on était tombé sur ce fichier-là, par exemple, l'idée de base n'était pas mauvaise, puisqu'au final, ça permettait de mettre en place de l'administration du serveur Linux avec un script qui permet de limiter vraiment les privilèges de l'utilisateur qui l'utilise. En revanche, bon, je vais spoiler, mais effectivement, on avait alors, du coup, on a passé pas mal de temps à chercher une évaluation de privilèges par ce script, et on a fini par en trouver une. Je te laisse. Ouais. Bah, ça nous a pris une demi-journée. Hein. Le script, il faisait 300-400 lignes. Là, on a vraiment simplifié et on l'a refait pour que ça soit compréhensible. Ici, du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher sur un site qui est très connu, GTFOBins, qui va permettre de trouver des manières de détourner des binaires sous Linux pour exécuter des commandes en tant que sudo, lire des fichiers en tant que sudo, les supprimer, etc. Bon, voilà. On s'est intéressé à SaltCall, qui est un utilitaire qui permet de configurer des postes à distance et en local. C'est quelque chose d'open source. Et en fait, ça l'est toujours pas dans GTFOBins. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'en gros, on pouvait exécuter SaltCall en tant qu'administrateur, lui donner une action, cmd.run. Comme le dit l'action, ça permet d'exécuter des commandes. On peut exécuter WAMI par exemple. Et si on met un tiré local, ça ne va pas l'envoyer à une node externe, ça va vraiment rester en local. Et comme on a exécuté ça en tant que sudo avec le script admin.sh, on a le droit d'exécuter. Et on voit bien qu'on a un callback, enfin c'est même pas un callback, mais on a une retour du WAMI qui est à root, donc on a bien exécuté du code en tant que root. Ici, si on veut faire les choses proprement, on peut aller écrire une clé SSH dans AuthorisedKey de root, et du coup on pourra revenir en tant que root sur le serveur. C'est ce qu'on fait là. Et donc on est root sur le serveur et on vient de faire un GTFOBins entre guillemets, de détourner l'usage de SaltCall pour passer admin du serveur. Maintenant qu'on est admin du serveur, on n'est pas encore admin de l'Active Directory. Et là, le but, ça va être de trouver une manière de pivoter sur l'Active Directory à partir du serveur qui est intégré à Active Directory. Et là, il y a plusieurs manières. Déjà, je parlais de cache TGT quand on se connecte à SSH. C'est par défaut. Vous pouvez voir qu'avec les deux connexions qu'on a fait en tant que Linux Operator et stagiaire du domaine share, on a laissé 2 TGT qui traînent dans le /tmp. Ça, c'est intéressant parce que si un administrateur du domaine se connecte avec le comportement par défaut sur SSH, il va laisser un TGT, on n'a plus qu'à le rapatrier chez nous et le réutiliser et on est administrateur du domaine. Ça peut être un bon biais pour pivoter. Ici, les comptes, on les a déjà, donc ça ne nous sert à rien. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aller chercher des fichiers qui s'appellent kitab, qui sont des fichiers, j'explique juste après ce que c'est, mais c'est assez intéressant. Et en fait, ici, ce que fait la commande, c'est simplement chercher un kitab sur tout le poste. Et on peut voir qu'on a 2 kitabs. Le etc krb5.kitab qui est par défaut quand on intègre un poste sous Linux, parce que ça va stocker des identifiants du compte machine qu'on a intégré. Et par contre, le svc backup qui est dans le root, lui, on ne l'avait pas vu, mais lui, il a l'air intéressant. Qu'est-ce qu'un kitab? Je viens après la guerre, mais un kitab, du coup, ça va stocker des identifiants de comptes, notamment des comptes de service. Et c'est un peu le même mécanisme que la mise en cache sous Windows. Mais là, c'est un fichier sous Linux qui va stocker des clés AES, notamment, pour pouvoir s'authentifier sur Kerberos. Alors, le kitab, on peut lister le compte qui est contenu dedans, SVC Backup, parfait. On peut extraire une clé AES. Là, il y a plusieurs clés AES, mais j'en ai mis qu'une. Mais on a un script Python, et même par défaut, on peut le faire avec l'utilitaire installé. On peut extraire une clé AES. Et en fait, ensuite, il ne nous reste plus que soit à faire un keyinit, soit à utiliser la clé AES sur Kerberos nous-mêmes pour générer un TGT qui va nous permettre d'accéder aux machines. Ici, j'ai demandé un TGT du coup, avec la fonction keyinit. TGT qui a été généré. On voit le /tmp /krb5 cc0. Ça, c'est le fichier qui va stocker mon TGT. Et en fait, j'ai plus qu'à le rapatrier avec SSH sur mon poste et réutiliser netexec. Bon, ça, c'est pour simplifier parce qu'il fait tout seul, mais normalement, on le fait plutôt étape par étape pour éviter de faire sonner trop de choses. Mais ici, on voit bien qu'on a pu s'authentifier
sur le serveur contrôleur de domaine en tant qu'SVC backup à partir du TGT que j'ai renseigné juste au début de la commande netexec. Donc, l'idée maintenant qu'on a réussi à pivoter, qu'on a réussi à récupérer un compte qui potentiellement est privilégié sur Active Directory, l'idée, ça va être de checker ses droits, de vérifier qu'il a des droits. Et pour ça, on a on a une attaque qui s'appelle Pass the Ticket, qui simplement va en fait, on prend un TGT et on demande des services tickets pour tous les machines du domaine. Ici, c'est du SMB, donc sur le service SMB. Et on s'authentifie et on regarde les droits qu'on a. Donc là, on a un droit, c'est marqué Puned, c'est parce qu'on est administrateur, on a le droit d'écrire dans admin.admin$. Et on voit qu'on a le droit d'administration sur le serveur ADCS 2019. Donc voilà. Maintenant, le but, maintenant qu'on a réussi à pivoter du serveur Linux et à compromettre un autre serveur, ici un serveur Windows, le but, ça va être de récupérer des secrets pour compromettre le domaine Active Directory. Et pour faire ça, on a un chemin qu'on aime bien en ce moment, c'est récupérer l'historique PowerShell. On aime bien parce que c'est plutôt discret. On aime bien parce que il y a plein de façons pour un admin système de stocker dans l'historique PowerShell ses mots de passe. Et surtout, il y a un script netexec qui fait des greps qui sont pas mal. Et là, on peut voir qu'il y a un administrateur système qui a essayé, ou autre d'ailleurs, qui a essayé de faire une connexion WinRM, donc de se connecter à un serveur via PowerShell. Et pour faire ça, en fait, il a mis ses creds en clair. Je ne sais pas s'il a copié-collé le script ou autre. Mais du coup, on peut récupérer son mot de passe qui est advance.2026. Et je n'ai pas précisé, mais c'est le compte administrateur, donc il est administrateur du domaine. Et en fait, une fois qu'on a le compte administrateur, on est techniquement administrateur du domaine, mais on va un peu plus loin. Ici, on se dit qu'on va essayer de rajouter un compte dans un groupe sensible. On va essayer de le faire intelligemment, faire de la persistance un peu plus intelligent que juste se rajouter dans l'administrateur du domaine. Et on fait une attaque DCSync pour pouvoir revenir, pour pouvoir faire des golden tickets, etc. Je disais, se rajouter dans un compte administrateur du domaine de manière un poil plus intelligente. Ici, en fait, on a découvert que le compte SI admin, il était dans l'administrateur du domaine. Et donc, si on rajoutait notre compte SVC backup dans SI admin, par hiérarchie, on est dans l'administrateur du domaine. Et donc, au niveau événement, on s'est rajouté dans un groupe qui n'est pas un groupe built-in, donc qui n'est peut-être pas surveillé. Par contre, on est administrateur du domaine. Et du coup, on peut réutiliser notre compte SVC backup pour faire un DC sync. Et un DC sync, en gros, c'est se faire passer pour un contrôleur de domaine pour pouvoir synchroniser notre base de données NTDS. On n'en a pas, bien sûr, mais nous, ce qu'on veut, c'est la récupérer. Et dans la base de données NTDS, on a tous les mots de passe NT et LM des utilisateurs du domaine. Et à partir de ces mots de passe-là, ou à partir des clés AES, d'ailleurs, qu'on récupère, on peut impersonate, on peut usurper l'identité de n'importe qui sur le domaine. Voilà. Ouais, donc si on résume un petit peu, voilà, on a eu vraiment un chemin de compromission où là, il y avait un défaut qui faisait que tous les utilisateurs du domaine pouvaient se connecter en SSH à un serveur Linux. Dessus, on a chaîné pas mal de défauts. On avait fini par élever nos privilèges. On a trouvé des secrets du coup qui nous ont permis de latéraliser sur un serveur Windows et finalement, de fil en aiguille, de trouver encore des secrets dans un autre serveur qui ont permis de compromettre l'AD. Bon, évidemment, c'est un scénario, c'est résumé. C'est des bouts de chemin de compromission qu'on a pu trouver en Purple Team. C'est pas un chemin complet qu'on aurait exploité, mais voilà. Au moins, maintenant, on peut dire. Ouais. Ce qu'il faut vraiment souligner, c'est que ça existe vraiment, ces chemins-là. C'est pas vraiment le chemin complet, mais c'est des artefacts qu'on retrouve chez les clients en testant comme ça. Ok. Donc maintenant qu'on a notre chemin de compromission, on va parler un petit peu de détection. Alors, pour commencer, si on reprend le début, donc je l'ai dit, on a commencé par se connecter en SSH. Ici, on aurait pu avoir pas mal de détections en fonction de ce que l'attaquant aurait fait. Si on était dans un cas où l'attaquant avait cherché des identifiants et par exemple, il avait commencé à faire une attaque par force brute ou du password spraying, c'est quelque chose qui, niveau AD, on va le voir, aurait pu sonner. Je vais y revenir juste après. Côté IPS IDS, là, en l'occurrence, on a utilisé des outils qui sont assez flag entre guillemets, dans le sens où ils ont des signatures qui peuvent être identifiées, notamment netexec. Et donc il y a certaines sondes qui vont aller identifier ce type d'outils et qui vont lever une alerte pour ça. Donc là, voilà. Donc côté AD, en fait, si dans le cas d'un serveur SSH qui serait intégré au domaine, si on commence à faire du brute force ou même du password spraying, ce qu'on va retrouver, c'est les mêmes événements que si on le faisait sur un contrôleur de domaine.
L'idée, en fait, c'est comme l'a expliqué Théo tout à l'heure, comme les authentifications Kerberos sont transmises au contrôleur de domaine qui, lui, vérifie si le compte peut se connecter, en fait, on retrouve les mêmes événements Windows. Et donc, on peut voir un certain nombre de pré-authentifications échouées, par exemple, ou des demandes de tickets TGT qui seraient faites en boucle et donc qui pourraient être indicateurs d'une potentielle attaque. Là, on est dans le cas où l'attaquant cherchait un compte et, admettons, il essayait de brute forcer, il faisait un login égal mot de passe sur plein de comptes et il a fini par trouver stagiaire avec le mot de passe stagiaire et il a pu se connecter. S'il l'avait compromis avant, on ne l'aurait pas vu. Via syslog, évidemment, on aurait pu le voir aussi, un certain nombre de hits sur des authentifications. Si on a un pic, c'est quand même significatif d'une attaque. Voilà ce qu'on aurait. Alors, du coup, à ce niveau-là, on se rend compte que si le compte avait été compromis de base, ça aurait été compliqué de le voir. Donc, ensuite, côté Linux, qu'est-ce qu'on aurait pu faire alors? Côté Linux, on peut se baser sur le service audit-d, qui concrètement permet de journaliser les événements sur un serveur Linux. Et à ce niveau-là, du coup, on va pouvoir récupérer les commandes qui sont lancées et exécutées sur le serveur. On a mis aussi la partie EDR, parce qu'on a déjà rencontré des EDR qui étaient installés sur des serveurs Linux. C'est moins efficace que sur du Windows, mais ça a toujours le mérite d'être là et d'identifier les outils qui sont vraiment flag, on va dire. Alors, côté audit-d, du coup, on aurait pu identifier un certain nombre de signaux faibles. Typiquement, là, on n'est pas rentré dans tout le détail de toutes les numérations qu'on a fait sur le serveur Linux, mais évidemment, un utilisateur qui ferait un certain nombre de reconnaissances, typiquement qui fait un sudo-l, puis qui enchaîne avec un find pour chercher des keytabs et des choses comme ça, c'est quelque chose qui, mis bout à bout, au final, peut donner l'information comme qu'il y a une potentielle attaque. Là, pareil, on n'a pas parlé de l'InPease, mais peut-être que l'attaquant a lancé un l'InPease pour chercher tout un tas de manières d'élever ses privilèges, et c'est quelque chose qui génère pas mal de bruit. L'InPease, pour le coup, c'est un script qui va juste chercher des élévations de privilèges. Merci. Et alors, ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est si on est face à un client qui connaît bien les fichiers, admettons, il a son fichier sssd.conf et il peut pas. Alors, il est dans un cas où il est obligé de mettre en dur le mot de passe comme on l'a vu tout à l'heure, même si c'est absolument pas recommandé. Il nous dit que c'est pas possible de le changer. Dans ce cas-là, on va pouvoir dire, on va pouvoir aller monitorer les accès à ce fichier-là. Tous les accès en lecture, du coup, pourraient mener à une alerte, enfin pas une alerte, pardon, à un événement qui derrière, si on l'ingère et en fonction de qui a accédé au fichier, donc là par exemple on voit que c'est un utilisateur qui n'est pas un opérateur Linux, en fonction de qui du coup accède au fichier, on lèverait une alerte. C'est quelque chose qu'on peut faire également. On en a parlé un petit peu, mais toutes les techniques qui sont utilisées et qui sont listées dans GTFOBIN, même si ce n'est pas une liste exhaustive, on l'a vu sur le call par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas dans GTFOBIN, mais c'est des choses sur lesquelles on peut se baser pour identifier une potentielle attaque. Là en l'occurrence, nous du coup, on vient aussi détecter. En fait, c'est aussi l'intérêt d'une Purple Team, c'est qu'on va aller faire des attaques un peu plus poussées, pour aller chercher la petite bête et aller voir qu'au final, là en l'occurrence, il y avait une manière d'élever nos privilèges avec un binaire qui n'avait pas été identifié par les équipes système. Et tout un tas d'autres choses qu'on n'a pas énumérées. Typiquement, l'ajout d'un compte dans le groupe admin local, c'est quelque chose qu'on aurait pu voir. L'ajout de la clé SSH. Le paramétrage d'un SUID sur un fichier, ça c'est quelque chose qu'on a fait une fois. En fait, on avait possibilité de rajouter un SUID sur binbash et en fait, là, du coup, on pouvait lancer binbash en tant que route. Enfin bref, l'exécution de fichiers, ça c'est plus côté, d'un reverse shell d'un beacon, ce serait plus le DR qui le verrait. Et une lecture du fichier etc shadow, pareil, c'est quelque chose qui aurait pu faire des détections. Donc là, voilà, c'est tout un tas de choses qui peuvent faire partie d'une logique de corrélation. En fait, c'est tout un tas de signaux faibles qui pourraient permettre une détection d'un attaquant à ce niveau-là sur Linux. Côté passe de ticket, c'est un peu plus compliqué. Là, on a mis tout ce qui était sonde parce que, à nouveau, si l'attaquant utilise des outils qui sont connus, là, dans ce cas-là, on pourrait le voir. Mais c'est relativement difficile de détecter un passe de ticket, tout simplement parce que c'est quasi identique à un comportement normal. Enfin, c'est un comportement normal. Donc, on a mis quand même des choses type IPS ou alors une connexion depuis une range d'IP qui ne serait pas légitime. Mais là, en l'occurrence, ça reste difficile à détecter. Et enfin, côté post-exploitation,
Alors, j'en ai pas parlé, mais côté récupération de l'historique, pareil, c'est quasi pas détectable parce qu'en fait, c'est juste une connexion au share SMB et on vient chercher le fichier directement au bon endroit. Quand on est admin de la machine, en fait, on va pouvoir se connecter au share C$ et aller chercher le fichier qui contient l'historique PowerShell et en fait, on le verra pas. Par contre, du coup, côté post-exploitation, donc là, on a pas mal de... Enfin, on a fait un exemple avec 2 post-exploitation, une attaque DC-Sync et l'ajout d'un compte dans le groupe admin local, du DOM, pardon. Pour le DC-Sync, ça c'est quelque chose qui est assez connu, c'est quelque chose qui est bien monitoré. Il y a un événement Windows qui est le 4662 qui permet de voir des opérations qui sont faites sur des objets. Et là, en l'occurrence, c'est une opération avec un access mask particulier qui est faite. Et c'est quand l'action est faite avec les propriétés de demande de réplication. Donc en fait, quand un utilisateur du domaine, enfin là en l'occurrence un administrateur du domaine, pardon, fait un DC-Sync, il va générer ce type d'événement. Et ça, tout de suite, ça va générer une alerte niveau priorité 1. Voilà, ça c'est un exemple des événements Windows qu'on retrouve. On retrouve les propriétés, l'access mask, et qui l'a fait dans le subject altname. Et côté ajout d'un compte dans un groupe privilégié, là c'est un peu pareil, il y a des événements qui vont sonner, mais en revanche, côté SOC, ce qui va être important, c'est d'avoir une liste de groupes identifiés comme étant privilégiés et sensibles. Si on Théo l'a dit, si on se cantonne uniquement au groupe built-in, donc administrateur du domaine, entreprise admin, des choses comme ça, en fait, ce ne sera pas suffisant. Il faut aussi monitorer l'ensemble des groupes qui, par héritage, ont des privilèges importants. Notamment, là, dans notre cas, c'était SI admin. Et on retrouve du coup les mêmes types d'événements sur Windows. Donc voilà, voilà à peu près le résumé des détections qu'on aurait pu avoir. Peut-être qu'il y en aurait eu d'autres en fonction de ce qu'on avait fait. Là, on a pris, donc je l'ai dit, le chemin un peu simplifié. Mais effectivement, on a omis pas mal de choses, notamment tout ce qui est phase de reconnaissance, recherche de vulnérabilité. Tout ça, c'est des choses qui sont quand même source de bruit. La connexion d'un équipement étranger sur le réseau. Ça, on n'en a pas parlé, mais on est parti du prérequis qu'on était branché et que tout se passait bien. Mais c'est des choses qui pourraient sonner. Pareil, pour la conférence d'avant, ils disaient qu'ils avaient été vus avec leur machine qui s'appelait Kali. Ben voilà, typiquement, c'est des choses qui peuvent arriver. Et tout ce qui est haute phase de post-exploitation qu'on n'a pas développé ici. On va essayer de rebondir sur l'Entra-ID, voilà, faire de l'exécution de commandes sur les contrôleurs de domaine. Enfin, toutes ces attaques qui pourraient mener à une alerte. Donc, pour conclure, là, au final, ce que ça permet de voir, c'est que, et ça c'est quelque chose qu'on dit souvent à nos clients, plus le chemin de compromission est complexe, plus on a de chances de détecter l'attaquant. En fait, finalement, un SOC, c'est pas suffisant, mais évidemment, c'est pour ça que l'approche Purple Team est intéressante. C'est parce qu'on va pouvoir mettre en place aussi, donc en plus des pentests, etc., une approche de défense en profondeur qui va permettre d'aller identifier potentiellement les chemins d'exploitation les plus faciles à exploiter ou même les plus compliqués. Enfin bref, un certain nombre de chemins d'exploitation. Et en même temps d'évaluer la détection. Est-ce que toutes les règles sont bien implémentées? Est-ce qu'il n'y a pas de trou dans la raquette? Donc finalement, c'est pour ça qu'on voulait aussi faire cette conférence, c'était pour appuyer ce point-là. Et l'importance aussi de régulièrement faire des audits, des tests d'intrusion, du Red Team, ce type de missions qui sont, mine de rien, importantes et qui permettent de se protéger et de forcer l'attaquant à faire beaucoup plus de bruit et donc à potentiellement le détecter plus facilement. Et je l'ai dit, mais on le redit une dernière fois, c'est évidemment basé sur des événements réels, mais c'est pas une recette magique, c'est pas le cas pour tous les SI, ce qu'on a montré là, évidemment. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? On aura le temps d'une question dans la salle, si vous en avez une. Quelqu'un veut poser une question? Oui, je vous connais. Alors, merci pour la présentation. Quand vous rencontrez un SOC, comment vous définissez les scénarios qui vont être intéressants à tester en Purple Team? Avec quel outillage et quelle méthodologie? Ok, on n'a pas précisé, mais en fait, on travaille avec presque exclusivement le SOC de Advance, donc avec des clients de notre SOC.
Et sinon, les scénarios, en fait, ils sont établis avec le client selon la pertinence de ce qu'on surveille chez le client, de ce qu'on aimerait surveiller et de ce qu'on trouve pertinent de faire. C'est un échange quotidien avec le client. Et c'est comme ça qu'on travaille pour l'instant. Bon, allez, une dernière question. Je me laisse aller. Juste là-bas. Moi, la question que j'avais, c'est aujourd'hui dans vos audits Purple Team, à quel point les chemins via Linux sont exploités? Est-ce que ça reste marginal ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous rencontrez pas souvent, mais de plus en plus? Ça reste marginal quand même parce que tous les clients qu'on a n'ont pas forcément du Linux intégré au domaine, enfin des choses comme ça. La porte la plus facile, c'est toujours l'Active Directory, hein, ça c'est toujours un classique. Mais mine de rien, en fait, quand même, enfin, ça reste marginal, mais de plus en plus. On s'y intéresse aussi nous de plus en plus, donc forcément, ça permet de découvrir d'autres techniques, des choses comme ça. Donc, mais ça, pour répondre clairement, ça reste marginal. Merci Thibaut, merci Raphaël, bravo pour cette intervention.